Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Madame Morel Bazin, directrice Europe du département photographie chez la maison de vente aux enchères Christie's. Donc bonjour. Bonjour. Les auditeurs de ce podcast m'avaient conseillé de donner la parole à une ou un expert de la photographie dans le milieu des enchères. Donc je suis particulièrement ravie que nous réalisions cet entretien aujourd'hui. Je suis ravie également. Pour commencer notre entretien, pourriez-vous revenir sur votre rencontre avec la photographie ? Est-ce que votre famille ou votre environnement avait un lien avec la photographie ? Il n'y avait pas de lien avec la photographie. Moi, j'ai grandi dans un milieu un peu artistique quand même. J'avais un papa architecte, une mère professeure de lettres. J'ai fait des études de droit et de communication. Et l'avantage j'ai choisi cette école de communication parce qu'elle me permettait de faire beaucoup de stages en entreprise et aussi de partir à l'étranger. Donc rapidement, je suis partie à New York 1 an. Et j'avais toujours un intérêt pour l'art, pour l'histoire de l'art. Je n'ai pas voulu étudier l'histoire de l'art en me disant je ne sais pas où ça va me mener. Le droit et la communication, je pensais, pouvaient me relier à un moment donné avec ce domaine. Donc en partant à New York, j'ai fait des stages très rapidement. J'ai travaillé pour une galerie, c'était une galerie de peinture. J'ai fréquenté les musées, j'ai beaucoup lu, beaucoup appris. Et puis j'avais l'ambition de rentrer dans une des 2 grandes maisons de vente qui étaient Sotheby's ou Christie's, parce que je me suis dit que c'est là que j'allais beaucoup apprendre. Alors Christie's ne m'a pas pris, ils m'ont refusé. Sotheby's m'a pris et je suis rentrée au département comme stagiaire en orfèvrerie et art russe. Donc j'ai commencé par ce domaine. Et puis c'était au moment où il y avait déjà se préparait aussi la grande vente aux États-Unis de la collection Man Ray. Et je suis allée voir beaucoup de musées, au musée d'art moderne, et j'ai commencé à être très sensible à l'image, en fait, plus qu'au tableau. Mais j'ai continué à apprendre toute seule, à faire des musées. Après, c'était le mobilier 18e qui m'intéressait, donc j'allais dans les musées, je dessinais, j'apprenais à reconnaître les styles. Voilà, donc j'ai appris tout ça toute seule, un peu sur le tard. Et puis en rentrant à Paris, j'ai dû faire un stage en dernière année. Et là, je suis rentrée chez Sotheby's à nouveau, au service de presse. Donc j'ai côtoyé un petit peu tous les départements. Donc la photo continuait de m'intéresser. J'apprenais toute seule un petit peu ce qui se passait. Puis j'ai travaillé dans une galerie à Paris, avenue Matignon, la galerie Tamenaga. Là, j'étais censée être attachée de presse, mais en fait, je m'occupais beaucoup du lien avec les artistes. Donc c'était les artistes vivants, donc, contemporains, ils étaient assez âgés, mais c'était Paul Haïs-Piry, Claude Vesbuche, Guy Bardone, Paul Guiraman. Et j'ai fait des monographies pour tous ces artistes, en choisissant les œuvres, en les mettant en avant dans le catalogue. Donc il y avait déjà un support, le livre aussi, l'image, la reproduction, tout ça m'intéressait. Et puis, donc, je suis restée 3 ans dans cette galerie. Sotheby's m'a rappelée. Je suis venue travailler chez eux. J'étais au département d'art contemporain. En art contemporain, j'étais ce qu'on appelle administratrice. Donc, c'était vraiment un peu le lien entre les spécialistes et l'organisation de toutes les ventes. Et là, dans l'art contemporain, c'était encore une fois la photo et l'image qui m'intéressait beaucoup, la photo contemporaine. Des choses comme Nan Goldin, tout son travail là, qui m'intéressait beaucoup. Et puis, donc, je suis restée 5 ans chez Sotheby's et en 2005, je suis arrivée chez Christie's. Et on m'a demandé, donc je travaillais comme administratrice au département d'art contemporain, mais on m'a demandé aussi si je voulais bien m'occuper de photographie. Alors là, ça a été... j'étais ravie, heureuse. Donc j'ai été ce qu'on appelle au départ un peu expert liaison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de département photo à Paris. Et je m'occupais de tout ce que je trouvais, tout ce que je voyais à Paris. C'était demander aux spécialistes de Londres et de New York. Et j'envoyais sur des ventes à Londres et à New York des choses qui pouvaient passer en vente dans ces lieux-là. Et puis, voilà, ça me passionnait tellement qu'en 2010, j'ai ouvert le département photo chez Christie's. Et puis, depuis, je ne m'occupe que de la photographie depuis plus de 10 ans maintenant. Oui. Parce qu'avant 2010, donc, il n'y avait que New York et Londres chez Christie's pour la photographie ? Oui, c'était les 2 places de vente historiques. Les ventes de photos datent des années 70. C'est Philippe Garner avec lequel j'ai travaillé beaucoup, qui avait lancé les ventes de photographie dans les années 70. À l'époque, il était dans une autre maison de vente. Oui.
pourquoi il y a eu ce choix en 2010 Comment était le marché de la photographie à ce moment-là? Il se passait beaucoup de choses. Il était très actif. Il y avait aussi Paris Photo qui se développait beaucoup. Et on s'est dit que c'était une bonne idée parce qu'on voyait on avait des acheteurs en France, on avait des vendeurs en France, qu'il y avait beaucoup de salons, que c'était un lieu historique quand même pour la photographie, un berceau de la photographie, que c'était le moment de lancer les ventes à Paris. Et on a eu cette vente, on a organisé une vente inaugurale qui était la vente des œuvres de Richard Avedon en collaboration avec la fondation Richard Avedon. Et donc ça a été un très très grand succès. Juste après cette vente, l'année d'après, on avait fait la vente de Cartier-Bresson aussi avec la fondation Henri Cartier-Bresson. Et là, c'était incroyable parce qu'en fait, Cartier-Bresson fascine des gens du monde entier. Et on avait, les téléphones sonnaient dans tous les sens, on avait énormément de demandes et on s'est dit, bah oui, il faut continuer de faire ça. Et on travaillait à cette époque-là un petit peu, il y avait une espèce d'entente avec Paris Photo qui avait un petit peu besoin de toutes les galeries, maisons de vente qui faisaient des événements autour de la photo au moment où ils tenaient leur salon en novembre. Donc on annonçait nos ventes où on faisait un parcours VIP pendant le salon. On avait une soirée où on invitait des clientes de Paris Photo qui venaient. Donc ils étaient contents de nous avoir, nous aussi. Ça n'a pas duré, mais il se passait beaucoup de choses à ce moment-là. À partir de 2010, il y a eu un grand développement de la photo en France. Il y avait à peu près combien de ventes par an et à peu près combien de ventes maintenant vous faites? Est-ce que ça a augmenté ou On a un petit peu augmenté parce que donc, en 2010, il y avait des ventes à Paris, il y avait des ventes à Londres. Donc on faisait toujours une saison à Paris qui était au mois de novembre pendant Paris Photo. En général, on présentait une vente générale, c'est-à-dire avec ce qui couvrait un peu toute l'histoire de la photographie avec différents types de personnes qui nous confiaient des photos, et puis une vente d'une collection. Donc pendant presque 10 ans, on a réussi à présenter une collection, ou une collection monographique, ou une collection de quelqu'un sur un thème donné. Donc ça, c'était à Paris en novembre, et sinon, il y avait Londres au printemps. Donc il y avait 2 saisons de vente par an en Europe. Et puis New York, qui historiquement faisait aussi 2 fois par an des photographies. Donc il y avait en gros 4 saisons, 4 moments chez Christie's de vente aux enchères. Et du coup, maintenant, c'est différent? Et maintenant, oui, on a arrêté de faire des ventes à Londres et on a fait des ventes à Paris uniquement qui ont lieu toujours en novembre et puis au printemps. Au mois de juin, on fait une vente. Et la vente du mois de juin, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire elle a une orientation plus qu'on appelle, j'ai lancé ça aussi, les ventes Icons and Style. Donc c'est des ventes plus autour un peu plus de la mode, d'images iconiques, plus colorées, peut-être plus contemporaines aussi. C'est moins la photographie classique qu'auparavant. Et pourquoi Christie's Londres? Pourquoi plus de ventes de photographie? Est-ce que c'est pour se recentrer sur Paris suite au Brexit ou alors pas du tout? Non, on s'était dit qu'on pensait que c'était le moment de faire des ventes plutôt à Paris qu'à Londres. Et puis à ce moment-là, on a arrêté aussi parce qu'on a lancé un nouveau format de vente à Londres qui était les ventes Masterpiece et qui réunissait des chefs-d'œuvre en art contemporain, en photographie et en design. Et ça prenait aussi beaucoup de temps et c'était à peu près au même moment. Voilà, c'était au mois de mai, donc on s'est dit que ça faisait trop d'événements en 2 mois d'intervalle à Londres. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le process classique d'une vente aux enchères, donc pour les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, donc depuis la rencontre avec le vendeur jusqu'à la livraison? On pourrait aussi voir à travers ce process, voir qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres enchères, par rapport à la peinture. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses différentes dans les enchères de photographie? Je crois que le process, il est à peu près le même pour tous les départements. En tant que spécialiste, on doit trouver des objets, on doit les mettre en vente, les mettre en avant, les valoriser et puis les vendre. Donc ça, c'est le rôle de chacun des spécialistes chez Christie's, quel que soit le domaine d'activité. Et donc notre travail au départ en amont pour trouver des objets, c'est être sur le terrain, c'est participer à des expositions, c'est utiliser aussi les fichiers Christie's pour voir historiquement des gens qui ont acheté tel ou tel objet, telle ou telle photographie, les reconstruire
recontacter parce qu'on pense que c'est un petit peu au goût du jour, que c'est le moment de les revendre. On travaille aussi beaucoup, le réseau Christie's, c'est la force de Christie's, c'est aussi un réseau de spécialistes à travers le monde. Donc moi je m'occupe par exemple beaucoup de l'Europe et notamment en Allemagne et en Suisse. Donc j'ai des collègues dans ces pays-là, à Munich, à Hambourg, à Zurich, à Genève, et régulièrement j'essaie d'aller les voir et d'organiser avec eux des visites de certains de leurs clients pour trouver des objets. Donc on reçoit beaucoup de demandes d'estimation, des gens qui nous envoient, mais voilà, tout n'est pas toujours, les choses qui reviennent spontanément à nous ne sont pas forcément les objets que l'on va vendre, parce qu'on a aussi des idées précises de ce qu'on a envie de mettre dans ces ventes, donc il faut qu'on trouve les objets. Du coup, quand vous avez les objets... Quand on a les objets, il faut vérifier, parce que parfois c'était que sur photographie, donc il faut aller les voir, les objets, ou il faut les recevoir chez nous. Donc on les examine, on peut confirmer une estimation auprès du client. Donc il y a une fourchette basse et une fourchette haute, qui est le prix moyen auquel on pense que l'objet devrait se vendre. On prépare un contrat avec cette personne, qu'il signe, et une fois qu'il nous a confié l'objet et qu'il est d'accord avec l'estimation proposée, le rôle c'est d'en avoir un certain nombre. Il faut, selon la valeur, il faut environ une vente, c'est entre 100 et 200 lots à peu près en photographie. Et puis il faut faire le catalogue. Donc faire le catalogue, c'est trouver un rythme avec des lots au départ qui vont bien se vendre, parce qu'on n'a pas envie qu'une vente commence par 10 lots qui ne vont pas se vendre du tout. Alterner des lots avec des estimations plus importantes et certains lots avec des estimations moins importantes, ou faire un déroulé un peu plus chronologique, quoi. Tout dépend du contenu de la vente. Et puis au fur et à mesure, on trouve selon les objets que l'on aura trouvés, on va trouver des thèmes. Donc on peut les rassembler sur les femmes, sur le nu, sur... Voilà. Et on essaie, c'est important, ça devient au-delà de l'intérêt artistique et au-delà de l'intérêt artistique, un catalogue, c'est un rythme, il faut que ça donne envie. Donc ça, c'est le rôle. On est aidé par des équipes du marketing, par la presse, pour pouvoir en parler, pour pouvoir aussi mettre en avant ces objets dans des liens vidéo qui vont être envoyés à nos clients, etc. Puis une fois que le catalogue est sorti, donc il y a tout un travail de préparation, de maquette, de relecture, de vérifier auprès des experts, des ayants droit, des galeries, si c'est le bon nombre d'éditions, le bon nombre de tirages. Une fois que le catalogue est sorti, notre rôle à nouveau c'est de vendre tous ces objets. Et de vendre, c'est contacter tous les gens qui ont déjà acheté chez Christie's, mais c'est aussi essayer, c'est l'un des enjeux, je dirais, des années à venir, c'est de trouver des nouveaux collectionneurs, une nouvelle génération. Parce que c'est vrai que la photographie, c'est un médium très, très jeune qui a intéressé beaucoup de gens dans les années 70, 80, 90. Et tous les gens qui ont acheté, qui s'y sont intéressés à ce moment-là, sont des personnes âgées aujourd'hui. Donc les gens qui achètent de la photographie ancienne, ce ne sont pas forcément des jeunes de 30-35 ans qui arrivent sur le marché. Donc il faut leur expliquer ce que c'est, il faut leur donner envie. Donc je fais aussi pas mal de conférences en France ou en Europe, justement, dans les pays dont je m'occupe, en Allemagne ou en Suisse. Je vais exposer un petit peu qu'est-ce que la photographie et surtout comment acheter la photographie, quels sont les critères importants pour pouvoir regarder. Quand vous voyez une image dans un catalogue, qu'est-ce qu'il faut regarder ? L'état, la condition, l'édition, si c'est une photo contemporaine, savoir si l'œuvre en question qui vous intéresse, elle est cohérente avec le corpus plus général de ce que l'artiste fait, pour pas trouver quelque chose de complètement atypique. Donc voilà, j'explique aussi un petit peu, et ça c'est important pour donner envie, et des gens se disent tiens, je vais pas seulement acheter des tableaux, je vais peut-être mélanger un petit peu de photographie. C'est une tendance aujourd'hui qu'on observe pas mal, c'est le mélange de... Finalement, les collectionneurs ne sont plus monomaniaques, quoi. Ils ne s'intéressent plus à un seul domaine, ils s'intéressent peut-être plus à des périodes, le surréalisme, l'art contemporain, ça représente aussi du design, de la peinture, de la sculpture, des éditions, de la photographie. Est-ce que vous avez vu d'autres évolutions au niveau des collectionneurs, au niveau du profil du collectionneur, là où vous en parliez, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Je trouve ça très, très intéressant.
Là, vraiment, ce que j'observe, moi, c'est que c'est plus des collectionneurs qui s'intéressent uniquement à la photographie. Vraiment, il y a un mélange des disciplines. Et d'ailleurs, on le retrouve dans nos ventes. Et on fait beaucoup de ventes comme ça où on mélange. Notre département est constitué, on appelle ça l'art du XXe siècle, l'art contemporain, et on mélange aussi bien des objets, de la peinture, où on trouve des thèmes. On aura une vente au printemps, au juillet, une vente sur les femmes autrices. Donc on aura des photographes, des écrivaines, des peintres, des femmes peintres. Donc là, il y a des thèmes qui apparaissent. Et puis l'autre chose que j'ai observée, c'est aussi l'intérêt pour peut-être la photographie de mode. Voilà, il y a un regain d'intérêt pour ce domaine-là, grâce notamment à beaucoup de grandes expositions qui ont été faites ou sur des photographes de mode ou sur des grands couturiers, Dior, Saint-Laurent, toutes ces... Et on se rend compte aussi que quasiment tous les photographes, peut-être pas les contemporains, mais quasiment tous les photographes ont commencé par de la photo de mode. Souvent c'était parce que c'était la presse, on montrait des images comme ça, et c'était souvent un exercice qui leur permettait de vivre et avec lequel ils ont pu développer un style particulier, et après on continuait à faire quelque chose de plus artistique et moins commercial. Donc il y a la photographie de mode. Et puis les jeunes aiment souvent de la photo contemporaine, des grands formats, des choses colorées, des choses... voilà. Donc peut-être moins d'intérêt pour des artistes particuliers, mais plutôt un intérêt pour les objets moins de spécialistes au niveau des collectionneurs, mais plus de généralistes qui vont plutôt apprécier une photographie pour ce qu'elle représente, plus que pour l'histoire qu'elle se situe dans la photographie. Oui, c'est un peu ça, où ils s'intéressent peut-être plus à l'image. Oui, c'est ça. Plutôt qu'à l'objet. Exactement. Donc, à moi ou à nous de leur expliquer ce qu'est l'objet, et on essaie de leur faire comprendre ce qu'est l'objet à travers de la photographie peut-être plus classique et plus ancienne. Mais on observe, c'est vrai, pas un déclin, mais un peu moins d'intérêt pour la photographie primitive. Par exemple, la photographie 19e, elle est compliquée. Mais la photographie est un médium compliqué. Est-ce qu'on pourrait revenir sur une ou deux ventes qui vous ont vraiment profondément marqué ? Donc, je ne parle pas spécialement de grands records, mais vous, en tout cas, qui vous ont vraiment qui ont marqué votre carrière. Chaque vente a d'abord quelque chose de particulier parce qu'on a travaillé sur un projet, sur un ensemble d'œuvres. Donc, sur chaque vente, j'ai des souvenirs précis et des choses qui m'ont marqué. Après, j'ai eu beaucoup de plaisir à organiser. C'était une initiative que j'avais souhaité mettre en œuvre. C'était la vente monographique des tirages de Sugimoto que j'ai organisée il y a 2 ans. Et donc là, je suis allée chercher vraiment aux 4 coins du monde des œuvres, des tirages. J'avais aussi une sculpture, il n'en a pas fait beaucoup, de Sugimoto, avec des mers, un peu toutes les séries qu'il a fait, les objets mathématiques, les portraits. Je voulais un peu montrer toute son œuvre, parce que je suis fascinée par tout son travail. C'est un artiste très précis, très organisé, très méticuleux, et je trouvais en plus que c'était assez facilement compréhensible pour des collectionneurs, pour des gens qui connaissent ou qui connaissent peut-être un peu moins bien. Il fait des grands formats en édition de 5 exemplaires, des plus petits formats en édition de 25, tout est très limpide. Donc voilà, ça c'est une vente qui m'a marquée. J'avais rassemblé un peu plus d'une 50aine d'œuvres et ça a très bien marché. Donc j'avais pu aussi rencontrer son studio à New York, travailler un petit peu, pas avec lui directement, mais ils nous ont soutenus sur ce projet et ils étaient très enthousiaste qu'on puisse présenter une vente dédiée au travail d'Hiroshi Sugimoto. Quels sont les axes de développement de votre département là, pour les prochaines années ? Est-ce qu'il y a donc évidemment il y a la recherche de nouveaux clients et niveau collectionneurs et niveau vendeurs, mais voilà, est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous voyez ? Non, c'est continuer un petit peu à faire des ventes. Les ventes. Le
Le plus difficile, c'est s'adapter à ce que au goût du jour. Donc on essaie de rester dans cette dynamique-là, de trouver des ventes et des photos qui plaisent. Pardon, et comment vous faites pour vous assurer que c'est au goût du jour On n'a pas la science infuse, bien sûr, on peut se planter aussi, mais par rapport aux résultats passés, on peut voir que on a eu 10 enchères sur cet artiste-là. Tiens, il faudrait vraiment qu'on retrouve des photos de cet artiste-là. Après, il y a aussi des valeurs sûres, ce qu'on appelle un peu non pas des bons du trésor, mais c'est vrai que certaines images de Cartier-Bresson sont comme le petit enfant à la bouteille. Voilà, c'est des images qui marchent toujours. Des œuvres de Irving Penn, que ce soit des tirages aux platines ou les die transferts. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on essaie d'avoir régulièrement, des valeurs un peu sûres. Et puis on peut aussi prendre, non pas des risques, mais présenter des photographes qu'on a moins l'occasion de voir. C'est ce qu'on a fait la saison passée en présentant des tirages de photographes comme des photographies de Gilles Ben-Simon ou des choses un peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais on pense que ça peut plaire. Donc ça, c'est on veut continuer les ventes au mois de novembre pendant Paris Photo, et puis on veut continuer ces ventes à Icon & Style en juin à Paris. Et est-ce que vous allez, concernant les ventes en ligne, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez pérenniser ? Enfin voilà, est-ce que... Alors, les ventes en totalement en ligne, je veux dire. Oui, les ventes totalement en ligne, on en avait fait un petit peu organisé depuis Paris, mais c'est vrai il y en a beaucoup plus à New York. L'équipe est un petit peu plus importante à New York et on a fait beaucoup de ventes l'année dernière en ligne. C'est des choses qui marchent bien. Je pense qu'il faut aussi définir précisément le contenu de la vente. On ne peut pas mettre... L'une des facilités qu'on peut avoir à un moment donné, c'est de dire on ne le prend pas dans une vente, on va le mettre en ligne. Mais non, il faut qu'une vente en ligne soit aussi bien, on dit curated en anglais, aussi bien sélectionner les objets que dans une vente classique. Donc oui, j'y crois beaucoup. De toute façon, depuis la crise sanitaire, on a pris un coup d'accélérateur au niveau des ventes en ligne. La photographie est un bon support qui peut se vendre aussi facilement en ligne. Je pense plus pour des choses contemporaines que des photos anciennes ou classiques, parce que c'est plus compliqué les gens aiment bien les voir, les toucher, les décadrer, voir le verso. Donc on peut faire des photos recto verso, mais c'est peut-être un petit peu moins facile. Quels sont un petit peu les développements que vous voulez faire aussi pour toucher des audiences différentes ? Qu'est-ce qu'on veut faire pour toucher des audiences différentes ? Moi, je crois beaucoup qu'il faut continuer de faire connaître ce médium. Donc, en parler et faire des conférences et continuer de diffuser expliquer ce que c'est. Est-ce que les gens comprennent pas bien ? Ils ont peur, c'est un multiple, ça fait peur la photo. Les conférences que vous faites sont plutôt à viser des collectionneurs ou c'est dans des cadres, c'est chez Christie's ? C'est dans le cadre de Christie's toujours, et c'est souvent dans nos bureaux étrangers ou dans des petits salons où on invite des clients pour leur expliquer un petit peu. Après, moi, j'ai pas la prétention d'être une historienne et de vouloir de tout connaître et de vouloir tout leur apprendre, mais c'est comment regarder une photographie, qu'est-ce qui est important entre un vintage et un retirage moderne. Si vous savez comment regarder, vous apprenez déjà beaucoup. C'est pas... L'image, elle est partout aujourd'hui, on est tous photographes. Les gens ont l'impression de tous pouvoir mettre des filtres, transformer, alors qu'il faut se rappeler qu'une solarisation, une rayographie, un tirage, c'est des manipulations, c'est des choses qui étaient compliquées ou lentes, ça ne se faisait pas avec un coup de filtre sur Instagram. Donc Et si on veut s'intéresser à la photographie, est-ce que vous auriez des conseils de lecture ou en tout cas des endroits où on pourrait trouver les informations, parce que tout le monde n'a pas accès à vos conférences. Est-ce qu'il y aurait d'autres sources que vous pouvez conseiller ? Oui, heureusement. Oui, mais il y a beaucoup de musées qui s'intéressent à la photographie, qui montrent des photographies. Donc, de bien regarder les photos qui sont exposées, parce que c'est vrai qu'on peut... Moi, mon mari est toujours surpris quand je regarde une photographie, je me tords dans tous les sens pour la voir à lumière rasante. Est-ce qu'elle brille ? Est-ce qu'il y a des défauts ? Mais c'est vrai qu'en regardant bien une image dans un musée, sans la
touché, vous pouvez déjà voir plein de choses, quoi. Et après, il y a des livres, il y a des librairies, il y a plein de livres à ce sujet. Et sur l'actualité de vos prochaines ventes, est-ce qu'on pourrait parler de la prochaine vente de mars ? Oui, là, je travaille sur un très bel ensemble. C'est la collection de Lucien Treillard. Lucien Treillard, ça a été l'assistant de Man Ray sur les à peu près 10 dernières années de sa vie. Et puis c'est quelqu'un qui, après à la mort de Man Ray, a continué de faire la promotion de tout le travail des œuvres de Man Ray, aussi bien dans les musées, les expositions, les livres. Il a continué à promouvoir et à créer cette œuvre. Donc il a une collection importante. Donc là, on a fait une sélection. Il y a des objets, il y a des photographies. Ce sont beaucoup de tirages contact, donc des tirages de la taille du négatif, des tirages d'époque, des tirages vintage. Donc il y a un ensemble un petit peu moins de 200 lots et qui couvre ses liens avec Marcel Duchamp, par exemple, puisque Marcel Duchamp était très proche. Ils se sont connus ensemble à New York, et puis c'est un peu grâce à Duchamp que Man Ray est venu s'installer à Paris. Il y a aussi toutes les femmes qui l'ont beaucoup inspiré, que ce soit Dora Maar, Meret Oppenheim, Juliette, évidemment, son épouse. Donc il y a plein de jolies choses et de jolies histoires dans cette vente. Oui. Si on veut voir les œuvres, est-ce qu'on pourra venir les voir chez Christine ? Oui, vous pourrez venir s'il n'y a pas de confinement. Et quelles sont les dates de... Alors la vente est le 2 mars, l'exposition sera quelques jours avant, donc autour du 27 février, à la fin du mois. Il y a 5 jours avant, il y a une exposition. Oui. Je pense qu'il y a une chose qui est aussi très intéressante, c'est que vous êtes ouvert, comme la plupart des autres maisons de vente, mais c'est qu'il faut venir voir les œuvres, ce qu'on se disait tout à l'heure, voilà, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de venir. Non, il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne vous saute pas dessus, c'est libre, vous pouvez en plus poser des questions. Nous, on est toujours ravis, quel que soit le domaine, de parler de tout ce qu'on a réussi à rassembler pendant des semaines ou des mois, ou au contraire, justement, il ne faut pas... Souvent, ça fait peur. Moi, je connais plein de gens nous disent non, je n'ose pas rentrer chez Christie, ça vaut des millions. Non, ça ne vaut pas des millions. Et puis surtout, on est content de partager, nous, parce qu'on ne connaît pas tout et souvent des gens connaissent certains domaines ou certains artistes mieux que nous. Donc on est content de partager aussi des informations dans les deux sens. Parfait. Et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!